Bonjour à tous, Nicolas Doménac, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Lundi, il s'habille chez De Gaulle, Mitterrand ou Chirac, costume classique de président. Mardi, c'est terrain et gros sabots. Revoilà le candidat. Quelle casquette pour Nicolas Sarkozy? C'est le débat chiffon de la semaine. Transparence, confiance, bonne conduite, déontologie. Cette fois, c'est le rapport de la semaine. En finir avec les conflits d'intérêts en politique et avec les cumuls de mandats, chiche ou pas. Pas de mariage pour les homos, son interdiction est conforme à la Constitution, disent les sages qui renvoient vers les politiques. Pourquoi la France résiste ou est-elle à la traîne? On se posera la question. Et puis, bienvenue dans le spectacle de la politique, disait à cette même place un certain Victor R. Bienvenue au César du pouvoir. Personnalité 2010, François Fillon. Révélation, Jean-Luc Mélenchon. Nous verrons si vous approuvez ces prix du trombinoscope. Bonjour messieurs. Bonjour. 2 jours de discours, de visages, supra-président, crypto-candidat. On a ressorti cette semaine les qualificatifs. La France est favorable à une taxe sur les transactions financières. La France considère que cette taxe est morale. La France considère que la taxe sur les transactions financières est la meilleure, mais qu'elle ne peut pas épuiser à elle seule toute la question des financements innovants. Un tel drame ne peut rester sans suite. De tels actes criminels, si l'enquête les confirme, ne peuvent rester impunis, et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Et pourtant, ses conseillers avaient dit qu'on ne l'y reprendrait pas. Il ne peut pas s'empêcher de réagir à chaud sur l'actualité. Non, mais enfin bon, c'est toujours le même homme, si j'ose dire. Enfin, on a d'un côté un président qui tâche de l'être davantage, qui prend de la hauteur jusqu'à faire une autocritique sur la Tunisie, où on n'a pas jugé, dit-il, les événements à leur juste mesure. Peut-être même qu'un jour, d'ailleurs, Zemmour pourra aller jusque-là, mais c'est pas le sujet pour l'instant. On peut toujours rêver. Et donc, on a ça, et cette contradiction absolue, je veux dire, avec cette recherche d'une proximité, de la proximité du candidat. Et plus que ça encore, vous avez montré les images de Saint-Nazaire, mais si on en avait eu, je veux dire, ce qu'il a fait avec le premier cercle des donateurs est une contradiction radicale avec la prétention à la distance, à la hauteur, au chef de l'État de tous les Français, au président de tous les Français. Il paraît qu'il a même parlé de son futur gouvernement après la victoire en 2012, en disant « je vais faire monter une nouvelle génération ». Voilà, et donc là, on a, moi je trouve, une contradiction radicale, et il ne pourra pas prétendre un seul instant, je pense, à cette sérénité, cette hauteur, cette majesté qui va avec l'éloignement, si en même temps il nous fait ce numéro de candidat. Et puis enfin, je terminerai là-dessus, comment le prendre complètement au sérieux quand il fait des efforts, ça. D'ailleurs, on le voit, il est filmé d'en bas pour lui donner encore plus de majesté. Ça, c'est très très bien. Mais je veux dire, le président qui un jour nous fait des grands discours sur la politique étrangère, le lendemain va nous faire de l'émotion sur un fait divers, le surlendemain passe des heures avec son cercle de donateurs, puis il va à Davos. Puis, je veux dire, il y a une hystérie, enfin, je veux dire, une frénésie plus exactement, dire qui est absolument incompatible avec la dimension prétendue. Et une sarco-overdose ou pas? Je comprends même pas ce qu'il dit. Ah, il fait l'andouille. Voilà. Bon. Mais, je comprends pas la contradiction. Non, mais c'est difficile. Tu découvres la Lune. Non, mais attends, non, sérieusement, là, je suis sérieux 2 minutes. Ouais. Tu découvres la Lune. Est-ce que Mitterrand n'était pas monarchique au possible? Et ensuite, quand il allait faire campagne, quand il tapait les bandes et les clans chiraciens, c'était pas le candidat? Est-ce que Giscard d'Estaing, c'était pas la même chose? Chirac, quand il faisait des bains de foule au milieu des gens, et qu'après il donnait des leçons à la terre entière. Le général de Gaulle lui-même, dans l'entre-deux tours de la campagne de 1965, a dû se mettre en pyjama, selon sa célèbre expression, quand on lui a dit qu'il fallait venir à la télévision faire campagne, et qu'il a dit « Est-ce que vous voulez pas que je mette en pyjama ?» Il a quand même répondu aux questions de Michel Droit. Je le laisse finir, mais il fait l'âne. Hein. Mais je fais pas l'âne du tout. Il connaît parfaitement son histoire de France et de la Mais je fais pas l'âne du tout. Un président... Quand ils étaient présidents et qui prétendaient à la présidentialisation, il y a avait un temps pour la campagne électorale. Non. Et parce jamais le général de Gaulle a reçu les chefs de parti à l'Élysée. Non. Une fois par semaine. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Bon, pardon, je suis d'accord de ça.
Je suis d'accord aussi que le problème de Sarkozy, depuis le début, mais ça on l'a dit, c'est justement cette monarchisation, plus encore que la présidentialisation, qui est un trait français. Ça, je suis d'accord que c'est son problème, et donc il faut qu'il en rajoute pour ça. Mais là où je fais pas l'âne, en revanche, c'est quand tu t'émeus qu'il fasse déjà campagne et qu'il parle des récidivistes, etc. Franchement, moi, alors sincèrement, ça ne m'émeut pas, c'est normal. C'est vrai que c'est pour sa candidature, mais pas seulement. C'est tout à fait normal que le président de la République, le premier rôle de l'État, c'est de protéger la sécurité. Et le problème de Sarkozy, c'est pas ce que tu dis. Est-ce que c'est normal de demander des mesures concrètes quand il y a déjà eu 5 lois depuis 2017 ? Mais oui, c'est normal. C'est normal. Le problème, c'est que... Ah oui, c'est normal. Moi, s'il doit faire 10 lois pour raffermir la sécurité... Ça veut pas dire que les précédentes n'ont pas marché. Non, ça veut... Oui, vous voulez que je fasse la critique la plus sévère, moi, de Nicolas Sarkozy? C'est pas ce que dit Domenech. C'est même pas que ça marche pas. C'est qu'il contredit lui-même ses lois sécuritaires, avec une loi comme celle de 2009 préparée par Rachida Dati, qui interdit quasiment aux juges de mettre en prison tous les gens qui ont des peines de moins de 2 ans. Et c'est un scandale. Et c'est pas sous Chirac, c'est encore moins sous la gauche. C'est sous Sarkozy. C'est ça la vraie critique de Sarkozy. Et ça, c'est le scandale. Mais ça, tu le dis pas, évidemment. C'est normal parce que ça montrerait un Sarkozy beaucoup moins sévère, beaucoup moins sécuritaire que vous ne le dites tous sans cesse de façon un peu ridicule. Ça va dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire qu'il fait du vent. Il fait des moulinets, il roule des mots et des biscottos. Et alors, ce qu'il y a de plus terrible dans cette posture qu'il a prise, et c'est passé relativement inaperçu parce que on est dans une espèce de machine à laver d'informations, c'est qu'il avance un nouveau projet de loi qui est le lendemain balayé par ceux qui sont chargés de faire les lois dans son propre camp, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, les députés de l'UMP ont dit non, ça suffit les lois. Ils ont claqué le président de la République, ce qui est quand même une bonne démonstration de la contradiction permanente dans laquelle il se situe. Eric ? Il est accablé. Non, je ne suis pas accablé. Je pense qu'il est pris entre plusieurs contradictions. Je ne lui fais pas de procès d'intention. Je pense qu'il est, par exemple, pour cette histoire de prison, etc., il est pris entre les besoins budgétaires de ne pas créer plus de places de prison, parce qu'en fait, on aurait besoin au moins de 30 000 places de prison en plus, et qu'il ne les construit pas. C'est ça qui sera mis à son débit, mais il va vous répondre que c'est pour des raisons budgétaires. Et d'autre part, il est pris entre son positionnement politique, je suis d'accord, l'électorat populaire, mais l'électorat populaire qui légitimement réclame de la sécurité. C'est légitime. Il faut arrêter de les diaboliser parce que ces gens réclament des mesures contre les délinquants. C'est quand même Mais je remarquerai juste, je terminerai là-dessus, pardon, que Eric ne me répond absolument pas sur cette pratique que je trouve totalement injustifiable d'un président de la République qui réunit le cercle des premiers donateurs, alors même que, je veux dire, ce clanisme lui est reproché, je veux dire, sa relation au fric est une des tares de ce système. Ah, tu es d'accord? Et que le Premier ministre doit dire... moi, je vais te donner acte, même un président ne doit pas recevoir le président de son parti, des parlementaires, etc. Alors. Moi, je trouve que là, depuis le début, il a fait fausse route. Mais c'est un avis personnel. Alors, si vous redorez son blason pour 2012, notamment après l'affaire Woerth-Bettencourt, Nicolas Sarkozy a eu une occasion en or avec le rapport qu'on lui a remis cette semaine sur les conflits d'intérêts, des règles très strictes concernant notamment des incompatibilités de fonctions, fini par exemple les ministres maires, et c'est là que ça coince. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui vont presque de soi, sur les déclarations pour que la transparence soit totale, sur la mise en place d'une structure qui permette quand on est en situation de doute, parce que la caractéristique de ces conflits d'intérêts, c'est que souvent c'est pas d'une clarté parfaite, c'est-à-dire on s'interroge et il faut avoir une référence, une organisation à laquelle on peut faire référence. Cette incompatibilité des fonctions, ça va assez loin ou un peu trop ? Ça dépend de quoi on parle, exactement, là, parce que je crois qu'on a assisté à un spectacle, et on va assister à un spectacle extraordinaire d'hypocrisie de la classe politique qui ne veut pas entendre parler de réglementation, qui prétend que pour elle-même, elle serait la seule profession à pouvoir juger, au fond, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des intérêts qui polluent les décisions qui, normalement, dans lesquelles devrait intervenir uniquement le souci du service public. Voilà, ce seraient eux seuls qui seraient les garants
du bon droit et du bon sens. Et puis d'un autre côté, l'opinion qui en a marre des affaires de conflits d'intérêts qu'on a vu se dérouler de manière éclatante, l'affaire Woerth, l'affaire Proglio, l'affaire du Mediator, il y en a plein, tous ces conseillers d'Élysée qui sont allés ensuite prendre la tête de banques qui étaient sous leur dépendance intellectuelle. Tout ça était totalement insupportable aujourd'hui, donc on va avoir cette contradiction-là, parce que pour retrouver du crédit à la politique, il faudra bien des règles particulièrement claires et qui impliquent aussi bien que les ministres, et c'est là où on ne sera pas d'accord avec Éric, que les ministres, effectivement, ne soient plus des chefs d'exécutifs, ne soient plus maires, ne soient plus présidents de conseils généraux, ou bien que les députés ne soient plus avocats, etc. Il faut maintenant savoir quelles sont leurs missions de service public et leurs intérêts particuliers. Il y a deux choses différentes. D'abord, sur les principes. Parce que moi, je suis d'accord avec Nicolas, il faut sanctionner les illégalités, il y a une morale, quoi. C'est tout bêtement. C'est la vieille morale de nos pères. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais oui, bien sûr, tout le monde ne peut pas être d'accord là-dessus. Mais il faut la sanctionner. Mais bien sûr. Mais il y a la justice pour ça. Il n'y a pas les lois encore. Mais si, il y a les lois. Mais si, c'est là que je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a les lois. Cette notion de conflit d'intérêts est une notion, parce qu'il faut voir, les notions juridiques ont des substrats idéologiques et je dirais nationaux. C'est-à-dire que cette notion de conflit d'intérêts est une notion de droit américaine, anglo-saxon, que nous ne connaissons pas nous, et qui met la suspicion avant. C'est-à-dire que nous, on estime que au départ, il y a une morale, et que quel que soit l'homme ou l'homme politique, il n'est pas suspecté a priori. Il est condamné après si effectivement il a transgressé. Je trouve que cette suspicion est mauvaise sur le plan des principes. Je note que aux États-Unis, elle n'empêche nullement une corruption bien plus vaste qu'en France. On sait aujourd'hui que les campagnes électorales sont financées largement par des groupes et par des individus qui demandent après aux élus de leur envoyer l'ascenseur en termes législatifs, réglementaires, etc. Donc même cette purification par la notion de conflit d'intérêts que réclame Nicolas, après tout, je peux comprendre intellectuellement et moralement. Mais il faut que tu saches, il faut que tu saches que ça n'empêche nullement la corruption. La corruption aux États-unis. Voilà. Il faut que je ne crois pas à un monde pur. On est d'accord. Donc c'est pas le truc parfait. Et ça a des implications en matière de suspicion et de transformation de notre droit. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement. Comment dire? Alors là, c'est plus compliqué encore dans les faits, quoi. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut être implacable avec les gens. Je pense que les ministres ne peuvent pas être maires, etc., députés. Enfin, mais c'était comme ça. C'était comme ça avant. Je pense qu'ils démissionnaient, etc. C'est récent. En revanche, c'est là où je voulais te reprendre. Que les députés ne puissent pas être avocats, ceci, cela. Je trouve ça réducteur. C'est-à-dire que il me semble. Qu'il faut que l'Assemblée représente socialement et économiquement largement la palette française. Je trouve qu'elle ne le fait pas assez. Il y a déjà, je crois, la moitié de fonctionnaires, etc. C'est un vieux thème et je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une variété. Même si je sais, et je finis là-dessus, que beaucoup d'hommes politiques se font avocats uniquement parce que il y a beaucoup moins d'argent qu'avant dans la politique. Je suis pas complètement idiot non plus. Moi, je comprends pas du tout Éric Ciossir, pour reprendre la parodie de son geste de tout à l'heure. Très très vite, non, mais parce que la pollution de la démocratie aujourd'hui est telle qu'il faut bien introduire d'une clarté vraiment très très rigide, quasiment rigide pour quelques années. Est-ce qu'elle est plus polluée que sous la Troisième République, que sous la 4e? Je suis pas sûr du tout, tu sais. Allez, pas de mariage pour les homos. Son interdiction est conforme à la Constitution. On dit les sages qui renvoient la balle vers les politiques. Éric, ça doit vous satisfaire parce que je vais vous citer la semaine dernière, on avait commencé à ouvrir le débat. Éric nous a dit que la France était le dernier bastion de résistance de la civilisation. Absolument, et je parlais globalement. Je parlais pas seulement du mariage homosexuel, je parlais de l'euthanasie, je parlais de l'allocation de femmes, vous savez, pour avoir des enfants, vous voyez, tout ça. Ah mais on autorise le divorce quand même en France, Éric, ça doit être terrible pour vous. Le divorce... Ah oui, c'est quand même, la barbarie est en route. Le divorce facile depuis 75, voilà, je ne l'approuve pas. Le divorce en soi, vous savez, Napoléon a divorcé. Donc, plaisanterie mise à part. Donc, c'était global. Maintenant, je suis
vraiment, j'approuve cette décision à un double titre. D'abord sur le plan des principes, parce que ça m'aurait choqué que les juges, le Conseil constitutionnel, décident oui ou non si on devait autoriser le mariage homosexuel. Ça les regarde pas. C'est la loi qui doit le faire et c'est le suffrage universel. Donc c'est la volonté générale, comme on disait au temps de Rousseau. Donc ils ont déjà renvoyé la balle vers les peuples. Voilà, mais ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Ils ont franchement bien fait. C'est pas à eux. Bon, je note aussi qu'ils disent que l'interdiction est conforme à la Constitution, c'est-à-dire que l'autorisation serait contraire, donc il faudrait changer la Constitution. En tout cas, c'est comme ça que je le lis, moi, cette décision. Et troisièmement, alors, sur le fond, je pense en effet que le mariage, c'est de toute éternité un homme et une femme, que les homosexuels font ce qu'ils veulent, qu'ils sont libres de vivre la sexualité qu'ils veulent, ils ont les mêmes droits que les autres. Le mariage, ce n'est pas un droit. C'est simplement un fait millénaire qui structure la société depuis des milliers d'années. Ça n'a rien à voir. Dans ta démarche intellectuelle, quelque chose m'échappe. Bon, alors, premier point, les sages, moi aussi, je trouve, ont été sages de renvoyer la responsabilité aux politiques. Ils ont mérité leur nom. C'est à saluer. En revanche, ce qui est moins sage, c'est Éric Zemmour, puisque c'est un mais moi, je suis pas au Conseil constitutionnel. Puisque c'est un défenseur, au fond, de la société bourgeoise et de ce qui la fonde, c'est-à-dire le mariage. Au moment même où les couples hétéros veulent de moins en moins se marier, que les homosexuels souhaitent réhabiliter le mariage, redonner force au-delà à la cellule familiale, puisqu'ils souhaitent aussi adopter, Éric Zemmour devrait se féliciter, applaudir et dire l'institution du mariage est revivifiée, donc la société que j'aime est revivifiée. Au contraire de cela, ils disent non, gardons le mariage qui est en train de se rétrécir comme peau de chagrin au moment même où certains veulent le revivifier. Donc Éric, c'est une contradiction absolue. C'est drôle ce que tu dis. Premièrement, le mariage de la société bourgeoise, c'est archi faux, parce que le mariage, c'est depuis des milliers d'années avant même l'invention de la bourgeoisie. Mais celui que tu défends, toi. Je défends pas le mariage bourgeois, c'est pas le mariage, point. Oui, enfin, le mariage sur... Excuse-moi, quand il n'y avait pas de bourgeoisie, il y avait déjà, au Moyen-Âge, il y avait déjà des mariages. Oui, mais je pense bien celui que tu mets en valeur. Ça n'a rien à voir. Deuxièmement. Je pensais aussi à l'hypocrisie. Mais ce que tu aimes. Excuse-moi de. Mais l'hypocrisie est la base de la civilisation. Je maintiens. C'est ce que tu défends. De ta civilisation. Exactement. Deuxièmement, ce n'est pas pour réhabiliter le mariage qu'il manifeste pour le mariage. Ce n'est pas du tout ma thèse. Et d'ailleurs, elle est confirmée par un propos, un seul jour, elle l'a dit, de Dominique Voynet. Parce qu'il faut bien que tu vois que... Je t'accorder à Dominique Voynet attendez, le statut d'expert. Non, mais tu vas voir, c'est pas incongru. Laisse-moi 30 secondes. Vas-y. En fait, il faut bien comprendre que ça, c'est comme le Pacs. C'est une revendication de militants homosexuels, dans des groupes d'extrême gauche le plus souvent, dans des groupes, c'est pour ça que je mets Dominique Voynet dans le même sac, parce qu'elle est dans ces groupes-là, elle fut. Et en fait, on a remarqué pour le Pacs, qu'on nous avait dit que c'était pour les homosexuels, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, 90% des Pacsés sont des hétérosexuels. Donc en fait, les homosexuels, massivement, ne veulent pas se paxer, ne veulent pas se marier, ne veulent pas adopter des enfants, en particulier chez les hommes. C'est surtout une revendication majoritairement des homosexuelles féminines, en masse. Et en plus, mais bien sûr. Statistiquement, c'est ça. D'ailleurs, le cas là devant le Conseil constitutionnel, c'est 2 femmes. Et enfin, je pense que ce n'est pas pour réhabiliter le mariage, c'est pour, au contraire, le ridiculiser. C'est au contraire pour le dévaloriser. C'est le dernier coup de militants d'extrême gauche contre le mariage bourgeois, donc, justement. C'est pas juste parce qu'on s'aime. C'est trop subtil. Non, je n'y crois pas. C'est trop subtil et machiavélique. Et c'est trop subtil. Voynet l'a avoué. C'est pas parce que Voynet dit quelque chose que par ailleurs tu dis qu'elle dit souvent des bêtises. Oui, voilà, donc je suis. Non, mais là c'est un aveu. Je suis surpris. C'est un aveu. C'était pas une analyse. Quand ça t'arrange, c'est une parole qui a du poids. Quand ça t'arrange pas, elle dit n'importe quoi. Non, c'était un exemple. Oui, d'accord. Mais les exemples que j'ai autour de moi m'inclinent pas du tout à penser. On n'a pas les mêmes exemples autour de nous. Ce que tu développes, je vois des hommes d'un côté ou des femmes qui veulent une célébration, une consécration, qui ont une espèce de romantisme aussi. Et je vois pas pourquoi je leur dénierais au fond cette possibilité d'expression. Et on finira le thème sur ce chiffre. 58% des Français sont favorables au mariage homo. C'est ce qu'a indiqué ce sondage Sofres pour Canal. On n'a pas eu le temps de parler des Césars de la politique de Jean-Luc Mélenchon, mais on va vous proposer quelque chose. C'est de se retrouver sur itélé.fr pour un bonus. Ils vont encore se disputer sur Internet. L'info revient dans un instant.